Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur France 3 Limousin, France 3 Poitou-Charentes et France 3 Aquitaine pour cette émission spéciale que nous avons intitulée Tulle, Oradour. Oublions-nous l'histoire. Il y a 75 ans, la division d'Asreich semait la mort en Limousin, 99 victimes pendues au balcon de Tulle le 9 juin 1944, 642 victimes massacrées dans le village d'Oradour-sur-Glane le 10 juin 1944. Alors que les témoins directs de ces faits disparaissent peu à peu, comment perpétuer le souvenir de ces événements ? Faut-il repenser notre façon de commémorer et de transmettre le devoir de mémoire aux nouvelles générations ? Mathilde Brazeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef adjointe à la locale de France 3 Pays de Corrèze et nous sommes ensemble pendant 1 heure pour tenter de répondre à ces questions grâce à nos 4 invités. Robert Ebras, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le dernier survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane et un infatigable passeur de mémoire depuis maintenant 75 ans. François Hollande, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, que ce soit en tant que président de la République, mais aussi député ou maire de Tulle. Vous participez chaque année depuis plus de 25 ans aux cérémonies en hommage aux pendus et aux déportés. Merci d'être avec nous. Sandrine Lefranc, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en sciences sociales au CNRS et co-auteure avec Sarah Gainsburger du livre « À quoi servent les politiques de mémoire ?» Une question qui va sous-tendre l'ensemble de cette émission. Bienvenue sur notre plateau. Et enfin, Henri Rousseau, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste notamment de l'histoire de la mémoire collective et vous travaillez notamment aux côtés du Centre de la mémoire d'Oradour-sur-Glane. Bienvenue à vous. Mathilde, oublions-nous l'histoire, c'est le titre de notre émission. Et d'abord, est-ce le cas ? Oublions-nous vraiment cette histoire ? Et pour répondre à cette question, je me tourne d'abord vers vous, Robert Ebras. 75 ans après les faits, est-ce que les souvenirs sont toujours aussi présents, aussi vivaces ou bien s'estompent-ils avec le temps ? Les souvenirs, en ce qui me concerne, les souvenirs sont toujours aussi présents que le lendemain. Toujours aussi précis ? Toujours aussi précis. C'est le fait aussi peut-être de les raconter, d'avoir souvent l'occasion de revenir dessus, vous pensez ? Je le fais de moins en moins vu mon âge. Et je me déplace difficilement, mais je reçois encore des personnes au centre de la mémoire. Alors nous avons voulu savoir ce que les habitants, les néo-aquitains, eux, savoir s'ils l'oubliaient ou pas cette histoire. Marie Soyer et José Souza sont allés interroger des habitants de la Vienne. Regardez leur réponse. Que savez-vous de ce qu'il s'est passé à Oradour-sur-Glane en 1944 ? En 1944, c'était... Ah, moi je sais pas, je sais juste que c'était la Première Guerre mondiale. Aucune idée. Tu connais ça? Ça me dit quelque chose, non? Une organisation nazie qui a déporté plusieurs juifs. Enfin, plusieurs juifs. Une ville, tous les juifs d'Oradour-sur-Glane. J'ai oublié l'autre ville. Oradour, c'est dans l'église, non? C'est ça? Tous les habitants ont été massacrés par les Allemands. Ils ont été pris par surprise, les gens, et on les a tous renfermés et puis brûlés, quoi, tout le village. Je ne sais pas combien de personnes, mais tout le village a été brûlé. Et les gens dans l'église. Le village entier a été rasé, on peut le visiter d'ailleurs, c'est laissé dans l'état et donc on peut le voir tel qu'il était il y a toutes ces années quand le drame s'est passé. On peut même visiter l'église. Que savez-vous de ce qu'il s'est passé à Tulle à Oradour en 1944 ? À Tulle? C'est où ça? Alors aucune idée, je ne connais pas ces deux villes. Tulle, je sais même, je sais pas où c'est Tulle. À Tulle, je sais pas. C'est en Corrèze, c'est plus loin de chez moi. Les pendus, sûrement. Mais je ne sais pas exactement, mais je sais que c'est des pendus. Robert Ebras, ça vous surprend, ça vous choque quand vous voyez des personnes qui sont parfois si peu au courant? Alors je ne suis pas choqué, parce que c'est tous les jours que je me rends compte que les gens ne connaissent pas Oradour. La semaine dernière, j'étais avec une personne de la région du Midi qui a une 50aine d'années, quand même, que c'est la première fois qu'il entendait parler d'Oradour. François Hollande, on voit que parmi cet échantillon de personnes rencontrées comme ça dans les rues de Poitiers, plus on est âgé, finalement, plus on connaît les faits. C'est inquiétant pour vous ? Je m'aperçois qu'un certain nombre d'habitants ne connaissent pas non plus la géographie. Donc, il y a une forme d'indifférence qui peut exister compte tenu des problèmes du quotidien et de ne pas avoir l'envie de regarder autour de soi et de comprendre ce qui s'est passé avant même que l'on soit né dans une région d'un pays qui a été profondément marqué par ces tragédies. Donc, c'est vrai que lorsqu'on a reçu de ses propres parents
un enseignement qui n'était pas forcément dans les établissements scolaires, qui était une culture que l'on transmettait, bien sûr parce que ça avait tellement marqué les esprits qu'on voulait dire à ses enfants, peut-être même à ses petits-enfants, ce qui s'était produit. Mais aujourd'hui, le temps passe et cette culture familiale tend à également disparaître. Sandrine Lefranc, Henri Rousseau, aussi une première réaction avant d'aller plus loin. Sandrine Lefranc, peut-être tout d'abord. C'est pas est-ce qu'on oublie, c'est est-ce qu'on apprend les choses. Et effectivement, la socialisation familiale est plus efficace pour ça. Mais quand on regarde ce qui se passe dans une classe d'histoire, il ne faudrait peut-être pas oublier qu'on est dans une classe d'histoire et qu'on est davantage occupé par le camarade à côté, par la relation qu'on a avec l'enseignant, et que ce sont des choses qui s'oublient. Donc voilà, il faudrait qu'on cesse de penser qu'on apprend une chose qui est un enseignement moral auquel on prête une attention dévorante. Qu'il y a un tel écart comme ça entre les jeunes et les moins jeunes, Henri Rousseau, ça vous surprend ? Non, ça ne me surprend pas. J'ai envie d'être optimiste. Il y a eu quand même quelques réponses justes. Donc, mais surtout, d'abord, c'est pas un sondage, c'est un micro-trottoir. Non, ça n'a pas vocation à être représentatif. Mais si vous faites la même chose avec d'autres événements historiques, vous aurez la même réponse. C'est-à-dire que là, on se focalise évidemment sur des événements qui comptent pour nous, notamment aujourd'hui. Mais si vous faites la même expérience avec d'autres événements historiques, vous aurez le même type de réponse. Et c'est pas de l'oubli, c'est non seulement de l'ignorance, mais pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est le fait d'avoir accès à cette connaissance immédiatement. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin de retenir, ils n'ont pas besoin d'avoir ça en tête. On a complètement changé notre rapport à la connaissance à cause de ça. Parce qu'on peut consulter son smartphone facilement. Oui, vous visitez des musées aujourd'hui en regardant votre téléphone, ce qui n'est pas une bonne chose, mais c'est ça auquel il faut penser. Voilà, par rapport à votre question sur l'avenir. C'est pas tellement l'oublier, c'est comment l'enseigner, comment faire en sorte qu'il y ait une bribe de connaissances qui reste dans la tête des jeunes. Voilà. Alors pour tous ceux qui nous regardent en Aquitaine, en Poitou-Charentes et même en Limousin, voici donc un bref rappel des événements de Tulle et d'Oradour-sur-Glane avec le commentaire de Bernard Goulet et Franck Petit. 6 juin 1944, les Alliés débarquent en Normandie. 2 jours plus tard, les résistants communistes décident de reprendre Tulle aux Allemands. Au même moment, une division allemande est partie de Montauban. Son objectif, semer la terreur pour dissuader les Français de se révolter après l'arrivée des Américains. Le 9 juin, les SS de la Reichsreich entrent dans Tulle, occupent de nouveau la ville et pendent 99 hommes en représailles. Ils en déportent 149 vers les camps de concentration. Le 10 juin, les SS encerclent Oradour-sur-Glane, village tranquille, sans aucun résistant. Ils massacrent 642 habitants, dont 350 femmes et enfants brûlés dans l'église, et 180 hommes sont mitraillés dans les granges. Alors même que la guerre n'est pas finie, il est décidé de conserver le site en l'état pour le sanctuariser. Ce que confirme le général de Gaulle, le président du gouvernement provisoire de la République, le 4 mars 1945, en visite à Oradour. Alors on pourrait penser que de tels faits ont leur place dans les manuels d'histoire. Avec Annick, on a fait des curieuses, nous sommes allés en consulter une quarantaine des programmes de 3e, des programmes de première, et quasiment rien, ou presque, quelques rares lignes sur Oradour, dans 4-5 ouvrages, sur Tulle, pas un mot, quelques parfois mentions sur des cartes évoquant les massacres. François Hollande, vous vouliez faire rentrer les massacres de Tulle dans les livres d'histoire, c'est raté ? Non, c'est pas raté, c'est-à-dire que ça a été quand même connu, parce que Oradour, qui était une tragédie qui avait rempli la mémoire collective, Tulle, qui avait connu l'horreur un jour plus tôt, était passé, non pas inaperçu, mais était passé à côté de la leçon d'histoire. Comme d'autres massacres, d'ailleurs, Argenton-sur-Creuse aussi. La division d'Azrach, elle a fait ses exactions tout au long de son parcours. Mais Oradour, compte tenu de ce que Robert Ebras pourra rappeler, compte tenu du caractère délibéré de créer un acte de barbarie qui puisse effrayer la population, c'est resté dans les mémoires et malgré tout ça a été transmis et c'est dans les livres d'histoire. Le reste peut-être ne l'est plus. Donc c'était très important pour moi à l'occasion des cérémonies auxquelles j'ai participé comme député, maire et président de la République, de dire qu'il y avait eu d'autres massacres perpétrés par les mêmes nazis et qu'il était important que la France tout entière prenne conscience que quand on regarde la carte de France, il y a eu
partout des traces de ces barbaries. Alors c'est pour ça qu'il faut s'approprier, non pas une histoire locale, mais une histoire nationale. Et peut-être même davantage une histoire européenne. Cette prise de conscience, forcément, elle a eu lieu, effectivement. Quand vous étiez président, j'y étais, il y avait toujours une cohorte de journalistes, on en parlait dans les journaux. Votre mandat terminé, est-ce que c'est pas retombé dans l'oubli ? Non, j'espère que quand même le travail des journalistes n'est pas simplement de l'immédiateté et qu'il y a une culture qui se reproduit. C'est pour ça que j'y vais encore. Et on en parle sur France 3 Limousin, on signale. Exactement, et qu'on fait cette émission. C'est très important, et on y reviendra, qu'il y ait des cérémonies. On pourrait se dire, mais à quoi ça sert ? Est-ce que, dès lors que les survivants sont de moins en moins nombreux, est-ce que les familles sont autant attachées ? Il n'y a pas que les familles qui sont attachées, c'est la nation tout entière qui doit prendre conscience, à travers ces cérémonies, et de ce qui s'est passé, et de ce qui se passe aujourd'hui. Il faut toujours faire le lien, si on veut marquer les esprits, entre ce qu'on a connu comme horreur, comme barbarie, et ce qui se produit aujourd'hui. Tout à l'heure, Henri Rousseau disait il y a les portables, il y a l'immédiateté. Ben oui, parce qu'il y a actuellement, par exemple, à Idlib, en Syrie, on massacre des enfants, des familles. Et beaucoup de jeunes regardent ces massacres, j'espère, en s'en alarmant. Mais il faut leur dire, mais ça s'est déjà passé, y compris dans votre propre pays. Henri Rousseau, vous êtes historien, vous travaillez depuis longtemps sur l'histoire de la mémoire collective. Comment est-ce qu'on la construit ? Il n'y a pas que les manuels scolaires et les cours d'histoire, évidemment. Oui, d'ailleurs, si je peux juste faire une remarque. Allez-y. Là, vous parlez des manuels. Donc, mais il y a les cours, en fait, aussi. Il y a les cours. Les enseignants. Surtout, juste un rappel, ça répond un peu à votre question. Il faut juste imaginer ce qu'est un manuel scolaire. Il y a, en gros, avant 1985, un moment où on a changé les programmes. Ça n'avait strictement rien à voir. Vous n'aviez quasiment rien sur la Seconde Guerre mondiale. Donc il faut imaginer qu'aujourd'hui, tant bien que mal, bien sûr, les enseignants doivent enseigner la Seconde Guerre mondiale en France et en Europe. Alors bien sûr, peut-être que vous ne trouverez pas une trace, une image d'Oradour ou de Tulle, mais ce que signifient ces massacres, ce que signifie le débarquement, ce qu'a signifié le nazisme, etc., ils sont. Alors après, est-ce que ça passe ou non ? Encore une fois, ça renvoie à la question de l'enseignement. Alors, pour répondre à votre question sur la mémoire, en gros, d'abord, aujourd'hui, on sait que la mémoire est une histoire, ce qui est une idée relativement nouvelle. Hein, c'est le genre de question qu'on ne se posait pas il y a encore 50 ans. Donc, pour dire les choses autrement, la façon dont une société ou une nation comme la France regarde le passé ou son passé a considérablement changé depuis les années 70, et notamment à l'égard de cette période-là. Même si, et Oradour en est un exemple presque unique, en France unique, mais en Europe également, la question de la mémoire a été présente très vite, oui. À la fin de la guerre, et même avant la fin de la guerre. Avant même la fin de la guerre. Oui. Alors justement, Robert Hébrasse, vous accompagnez des élèves, plusieurs générations, vous avez accompagné dans les ruines d'Oradour. Une visite, c'est toujours plus efficace, entre guillemets ? Oui, c'est toujours plus efficace. Les élèves, si avant la visite sont plus ou moins turbulents, quand on fait la visite et que je prenne la parole, c'est tout à fait dit, ça change tout de suite. Il y a beaucoup de questions de leur part ? Non. Ils n'osent pas. Ils n'osent pas, et je pense pas, on me l'a dit, souvent c'est des discussions entre eux dans le car quand ils repartent chez eux, et sur le moment, ils sont vraiment émus. Oui, émus. Ces visites, oui, Sandrine Lefranc, vous avez écrit dans votre livre à ce propos, est-ce qu'elles éduquent vraiment ou est-ce qu'elles confortent finalement les citoyens ou les jeunes dans déjà ce qu'ils pensent ? Je pense qu'on aurait tort de chercher le mode idéal de transmission. C'est-à-dire qu'effectivement, être face à une victime, un rescapé, un survivant qui vous parle et qui vous raconte et qui donc suscite une émotion, ça va vous marquer, mais ça va vous marquer d'une certaine manière, c'est-à-dire que ça va vous marquer comme une histoire singulière. Et justement, on va passer à côté de cette capacité peut-être à transposer Tulle, Oradour sur une carte nationale. Donc c'est très efficace et effectivement, moi j'ai encore des souvenirs émus et c'est sans doute ce qui explique que je fais le métier que je fais. J'ai des souvenirs émus d'équivalent de monsieur, mais c'est une façon de construire un rapport à l'histoire, ça n'est pas le plus efficace des outils. C'est dans la famille,
que ça se construit le plus? Alors oui, effectivement, tous les sociologues vous diront que la famille, et pas seulement la famille, c'est la famille lorsqu'elle est dans le bon environnement, dans le bon quartier, c'est-à-dire lorsque vous entendez toujours le même message. Là, vous êtes à peu près sûr d'avoir une culture homogène, une socialisation homogène. Sauf que même lorsque vous avez cette socialisation homogène, confronté à des événements, face à un vote, face à je ne sais quoi, un autre massacre en Syrie, ça peut s'effondrer. La culture familiale la plus forte, elle aussi peut s'effondrer. Alors, on va passer à la deuxième partie de cette émission intitulée « Oublions-nous l'histoire ?» C'est la question que nous nous posons ce matin et plus largement, quels résultats pour toutes ces politiques de la mémoire menées depuis de nombreuses années. Durant votre mandat, François Hollande, vous avez participé à de très nombreuses cérémonies de commémoration. L'une d'entre elles a été particulièrement marquante ici. Elle s'est déroulée à Oradour le 4 septembre 2013 avec votre homologue allemand, le président Gauck. C'est la première fois qu'un officiel allemand assistait à ces cérémonies. La visite dans les ruines de l'église avec Robert Ebras restera une image très forte. Mathilde? François Hollande, Henri Rousseau, ici présent, parle d'activisme mémorial à propos de votre mandat. En général. En général. Vous savez combien de commémorations, enfin à combien de commémorations vous avez assisté? Sinon, je crois que vous avez quelques chiffres, sinon, monsieur Rousseau. Mais il se trouve que j'ai été président de la République au moment du centenaire de la Première Guerre mondiale et du 70e anniversaire du débarquement. Et ensuite, bien sûr, des combats qui ont eu lieu jusqu'à la paix. Donc forcément, j'ai été amené à présider un grand nombre de ces cérémonies. J'ai essayé de leur donner un sens parce qu'il fallait éviter le rituel. Et les images que l'on voit toujours se reproduire, parce qu'elles finissent par s'effacer précisément. Donc il fallait qu'il y ait des actes forts à l'occasion de ces cérémonies. Et je considérais pour Oradour, et le président allemand l'a pensé avec moi, que sa venue allait être un acte très important. Un acte très important entre la France et l'Allemagne, un acte très important pour un message de souvenir et de paix. Mais il y avait aussi la question des malgré nous qui étaient posées et qui devaient être aussi accompagnées dans cette même histoire. Donc voilà, une cérémonie peut avoir une portée pour le présent et pour l'avenir. Et pas simplement de faire le travail indispensable de mémoire qui pourrait donner lieu à des commentaires en disant finalement les présidents de la République aiment les cérémonies. Ils aiment les cérémonies parce qu'ils font des discours. On vous l'a reproché, hein. On m'a tellement reproché de choses que celle-là m'a paru assez secondaire. Mais les présidents aiment les cérémonies, peut-être, mais ils aiment aussi qu'il y ait des discours qui soient prononcés. Mais peut-être que parfois, et c'était aussi le cas, les meilleurs messages sont sans discours. Ouais. Finalement, l'image qu'on a tous retenue de Verdun, c'est François Mitterrand et Helmut Kohl se donnant la main. Oui. Qu'est-ce qu'on a retenu d'autres cérémonies? C'est une larme qui coule. Voilà, il y a des gestes qui suffisent. Il n'y a pas besoin de mots pour les accompagner. Henri Rousseau, on parlait d'activisme mémoriel ces dernières dizaines d'années. On va dire que c'est un phénomène qui s'est un peu accéléré. Ça veut dire quoi exactement? C'est un phénomène totalement nouveau. Enfin, activisme c'est pas forcément péjoratif. Ça veut dire qu'il y a une volonté politique, bien sûr, mais une volonté aussi de la société civile. Beaucoup d'initiatives au départ sur les questions de mémoire, notamment sur les questions concernant la responsabilité de Vichy, sont venues de la société civile avant que l'État s'en empare pour apporter une réponse. Mais bon, pour prendre un exemple simple, on a en France aujourd'hui, avec y compris la toute dernière qui date d'il y a quelques mois de Journée nationale commémorative, on en a 15. L'écrasante majorité, enfin pour être précis, 11 ont été créés à partir de 1993, qui est une date très importante, c'est la commémoration du Veldiv qui marque à mon avis un tournant majeur dans la manière d'envisager le passé sur un plan national. Bon, à partir de là, il y a une vraie question, c'est-à-dire, sans entrer de manière personnelle, c'est vrai que vous étiez sur une période particulièrement riche. Bon, j'ai compté, mais c'est parce que ça m'intéresse personnellement, c'est pas du tout de l'ordre de la critique, une vingtaine de célébrations importantes sur 18 mois, ça veut dire... Mais il y a un risque de banalisation, peut-être? Non, c'est pas tellement ça, vous l'avez dit vous-même, c'est le problème d'une commémoration, c'est qu'est-ce qu'elle va finalement porter. Je prends un autre exemple de changement d'échelle, la Première Guerre mondiale, qui est un événement pour lequel il n'y a plus ou quasiment plus de survivants. Donc la question, que fait-on une fois que les acteurs sont morts? On a un bon exemple, puisqu'on a là une séquence unique,
unique, à mon sens, dans l'histoire des commémorations, où la commémoration a duré quasiment 5 ans ou 6 ans. Alors après, c'est bien ou c'est pas bien, c'est un autre débat. Mais ça veut dire, nous vivons avec ces commémorations dans un rythme qui nous met constamment devant un passé qui n'est pas n'importe quel passé. Ces commémorations ne concernent pas n'importe quel événement. Ça pose une question, puisque je reprends l'exemple de mes journées nationales commémoratives. 14 sur 15 sont consacrés à des événements mortifères, ce que j'appelle les événements mortifères, des guerres, des génocides, des massacres, etc. Donc ça pose une question sur, non pas tellement sur la commémoration, qui est nécessaire, bien sûr, sur ces questions-là, mais sur le rapport que nous avons au passé. Avec, je ne suis pas le premier à le dire, cette focalisation qui n'est pas française, qui est mondiale, cette focalisation sur les épisodes les plus mortifères, dans une perspective, et c'est là où le sens du mot activisme mémorial prend un peu tout son sens, c'est avec cette volonté qui est propre à notre époque d'agir sur le passé. C'est pas simplement de s'en souvenir, mais d'agir, de réparer, de faire, en gros, de réparer les torts que d'autres, en général la génération qui a vécu les événements et surtout qui a vécu ce qui s'est passé après, pour nous par exemple ici la génération de l'après-guerre, de refaire d'une certaine manière ce qu'ils n'ont pas fait ou pas assez fait. Voilà. Ça va au-delà quand même, vous pensez, Sandrine Lefranc, que réparer. Il y a de l'enjeu quand même dans ces politiques de la mémoire. On espère qu'elles vont lutter contre certaines formes d'extrémisme. Alors, effectivement, on a une fâcheuse tendance, quand on parle de ces sujets, à oublier qu'au fond, la finalité première, y compris de la commémoration, c'est de transmettre de la connaissance. Et donc à penser que ça va avoir une efficacité politique. Et de fait, alors, cette vague de commémoration, de politique de réparation, elle est mondiale, mais il y a à chaque fois un contexte local et ça sert d'abord une politique au sens premier du terme. Alors là encore, ça n'est pas de la dénonciation de ma part, mais il ne faut pas oublier que l'enjeu, notamment en France, était de lutter contre le Front National. C'est totalement explicatif aussi de cette multiplication, pour partie. Il y a d'autres événements. Il y a les demandes associatives, il y a des professionnels de la mémoire qui s'y mettent, mais il y a d'abord des enjeux immédiats et l'enjeu qui consisterait à former un bon citoyen, un individu tolérant, c'est un enjeu en partie fictif par rapport à ces enjeux immédiats. C'est un doux rêve. Et là-dessus, d'ailleurs, vous êtes assez critique sur le résultat obtenu. Je suis extrêmement critique, mais je suis extrêmement critique parce que je vais tout simplement regarder du côté de ces moments où les hommes sont passés à l'acte violent. Et je sais bien qu'au fond, la connaissance que l'on porte à ce moment-là, la meilleure morale que l'on porte en soi à ce moment-là, c'est un piètre refuge, ou en tout cas, ça ne suffit jamais à vous empêcher de passer à l'acte. On est d'abord dans un contexte de passage à l'acte violent, on est d'abord dans une confrontation avec un ennemi, un camarade, et c'est ça qui fait qu'on devient violent. D'ailleurs, Robert Ebras, la montée des nationalismes qui est en ce moment à travers l'Europe, ça vous inspire quoi ? Ça m'inquiète beaucoup, déjà. Et je revis les années 33-34, où il y avait quand même l'Allemagne, où il y avait des dictateurs, l'Italie, l'Espagne, on était entourés. Et aujourd'hui, on est presque pareil. Et ça a mené une guerre... Vous êtes inquiet ? Oui. Encore plus proche de nous, François Hollande, quand vous voyez à Tulle la DNR, un groupuscule d'extrême droite qui veut ouvrir son local, quand on voit un autre groupuscule qui s'exprime de manière injurieuse sur Internet suite au décès de Jean Viacros, qui était le dernier survivant des massacres de Tulle, pareil, ça vous inquiète ? Vous vous dites, mince, le message n'est pas passé à Tulle ? Je pense que des révisionnistes et des négationnistes, il y en a toujours eu, compris même des contemporains de cette période. Le fait nouveau, c'est qu'ils utilisent des moyens technologiques qui leur donnent une puissance de diffusion de leur message considérable. Ce qui s'est passé notamment par rapport à Jean Viacros, où ça a été sur des réseaux sociaux, dont on peut se demander qui les contrôle, pourquoi on les laisse ainsi s'infiltrer. Donc c'est ça qui est dangereux. C'est que comment le citoyen qui a déjà du mal à connaître sa propre histoire peut faire la distinction entre le vrai, le faux, l'à peu près, les polémiques qui avaient toujours eu cours, y compris à Oradour et à Tulle. Donc comment faire pour que l'histoire soit restituée de manière exacte, juste, vérifiable, scientifique. Donc c'est ça le péril qui est aujourd'hui. Alors il y a en plus
ce que disait Robert Ebras, c'est-à-dire il y a la pulsion nationaliste, mais elle n'est pas simplement qu'en Europe, elle est partout dans le monde, hein, y compris lorsque on entend Donald Trump, vous entendez aussi un discours qui est fondé sur des principes de nationalisme, alors qui ne prennent pas les formes, bien sûr, et il faut rester dans des proportions, mais on voit bien qu'on a cette tentation, non pas de nier l'histoire, là il ne s'agit pas de ça, mais de se servir de l'histoire pour des fins de mobilisation nationale. C'est très intéressant de voir ce qui se passe dans les pays de l'Est en ce moment, où, sortant quand même de 70 ans pour certains de soviétisme, ils pouvaient avoir une aspiration démocratique, et bien ils retrouvent l'histoire d'avant, y compris avec des pulsions nationalistes. Donc cette bataille-là, il faut la mener. Mais ce n'est pas une bataille qui se fait dans les cérémonies seulement, heureusement. C'est une bataille éminemment politique, une bataille citoyenne, et qui n'est pas simplement celle des historiens, c'est celle d'un peuple qui veut à la fois connaître son histoire et être capable d'avoir toujours un message historique. Ce qui est important aussi, ça a été dit, c'est que pendant très longtemps, on a donné une version de l'histoire qui était assez officielle, qui ne faisait pas de mal. Donc il était très important, et le discours de Jacques Chirac, de ce point de vue-là, au Veldiv, a eu cet impact, au-delà même de ce qu'il signifiait quant à la responsabilité de la France dans la rafle des Juifs, c'était de pouvoir dire nous avons une histoire qu'il faut regarder en totalité, même si ça ne nous fait pas plaisir, et même si ce n'est pas la responsabilité de notre génération, mais on a ce devoir de connaître toute l'histoire. Donc on l'entend, Sandrine Lefranc, il y a beaucoup d'enjeux dans ces politiques de la mémoire, il y a aussi beaucoup d'affect. Est-ce que c'est aussi parce qu'il y a toujours des survivants ? C'est un passé qui est encore très proche finalement ? Oui, je ne suis pas sûre que l'émotion soit suscitée seulement par les survivants, mais effectivement, ça contribue à la faire entendre autrement. On ne se focalise pas forcément que sur la figure des victimes pour amener justement les citoyens un petit peu à s'identifier à cette souffrance, ça aide ? Alors, ça aide et ça détourne. C'est-à-dire qu'effectivement, moi j'ai travaillé sur des politiques qui pointent la lumière vers les victimes et vers un discours singulier, vers un discours de la souffrance singulière. Et quand ces victimes sont là et qu'elles brandissent un manifeste, qu'elles rappellent un engagement politique et qu'on les ramène vers cette souffrance familiale, là on fait sans doute une erreur. C'est-à-dire qu'on fait entendre des souffrances individuelles qui sont moins partageables qu'une colère. Voilà, cette histoire qui fait mal, qui vient d'être évoquée, finalement elle doit avoir sa place aussi. Henri Rousseau, tout à l'heure, vous parliez de commémorations mortifères. Des événements. Voilà, d'événements mortifères. Quel serait le pendant de ces commémorations-là ? Des choses plus positives ? On peut dire ça comme ça ? Alors c'est un problème très compliqué, c'est-à-dire dans chaque commémoration, y compris d'événements mortifères, en principe, celui ou celle qui va initier la commémoration, on va essayer d'y introduire du positif, bien entendu. C'est le regard vers le futur, la lutte contre l'antisémitisme, le racisme, etc. Donc ça, c'est le cas. Mais j'aimerais, en répondant à votre question, revenir sur la question du nationalisme, parce que ça pose beaucoup de questions. D'abord, c'est un indice que ce n'est pas les politiques de mémoire, par exemple sur la Shoah et sur l'antisémitisme, qui ont freiné ce mouvement. Le deuxième risque, c'est de rabattre le présent au passé, c'est-à-dire de considérer que la montée des nationalismes actuels, eh bien, c'est la réplique des années 30. Alors là, ce sont des débats sans fin. Je suis presque hostile, je dirais, non seulement comme historien, mais comme citoyen, parce que c'est une grave erreur. Nous avons affaire à un phénomène qui est inscrit dans un contexte présent, et s'il faut lutter contre ce phénomène, et il faut lutter contre ce phénomène, il faut le faire dans le contexte du présent. Alors, après, Après, la question, c'est de savoir comment lutter contre une utilisation de l'histoire. Par exemple, ces nationalistes, vous les prenez en Hongrie, vous les prenez en Pologne, ils ne sont plus en train de simplement nier l'histoire, de se battre, par exemple, contre ces commémorations qui voulaient faire face au passé, réparer l'histoire, indemniser les victimes, reconnaître les torts de l'État, comme on l'a fait en France, sur Vichy et sur d'autres événements. Ils sont en train d'utiliser les mêmes éléments, par exemple la loi, le côté juridique, pour revivifier les interprétations révisionnistes, notamment les interprétations héroïsantes. Le cas le plus spectaculaire, c'est la Pologne, membre de l'Union européenne, qui aujourd'hui est en train de tenir sur le plan officiel, c'est-à-dire c'est les plus hautes autorités de l'État, enfin en tous les cas le gouvernement, qui tient un discours que je qualifie moi clairement de révisionniste, avec des méthodes qui sont quasiment fascisantes. On l'a vu récemment à Paris avec l'attaque quasiment un commando à l'école des hautes études en sciences sociales. Bon, on est devant quelque chose. On a cru longtemps, alors c'est ça, en gros c'était l'idée que je voulais dire, on a cru longtemps dans des pays comme la France, qui sont des pays démocratiques, que faire face au passé,
faire face au passé, y compris par la commémoration, la loi, lutter contre les révisionnismes, était quelque chose de vertueux qui allait forcément aller dans le bon sens. Or, ces mêmes outils sont utilisés par l'adversaire. Et c'est ça qu'il faut repenser. Nous sommes très loin du fin. Ça n'a rien à voir ni avec le fascisme, ni avec le nazisme. On a affaire à une nouvelle forme de menace contre les démocraties qu'il faut prendre comme telle. Alors, est-ce que justement, pour lutter contre ça, la parole des survivants, des rescapés, ça peut aider? François Hollande, par exemple, Jean Viacruz, vous disiez à propos de lui, sa mémoire continuera à vivre. C'est important. Et comment on fait aujourd'hui pour qu'elle continue à vivre, la mémoire? Jean Viacruz, il avait fait son devoir, il avait vécu jusqu'à 104 ans. Je le souhaite aussi à Robert. Hein. Et il se donnait comme mission, le but de sa vie, une vie longue, c'était justement de transmettre. Et donc jusqu'au dernier jour, il parlait et il donnait parfois des précisions même par rapport à ce qu'il avait vécu. Parce que c'était très difficile pour les déportés, au lendemain de ce qu'ils avaient subi, de parler. Donc ils ont mis du temps aussi avant de pouvoir tout dire de ce qu'ils avaient peut-être rappeler pour nos téléspectateurs que donc Jean Viacruz a fait partie des 149 tullistes déportés à Dachau, dont certains sont revenus. Très peu sont revenus, mais il en était. Voilà, dont Jean Viacruz. Donc il racontait ce qu'il avait subi, ce que ses camarades avaient vécu et ceux qui n'étaient pas revenus. Et donc le rôle des survivants, il est très important. Mais l'espérance de vie étant ce qu'elle est, on doit compter maintenant sur des documents historiques. D'où le travail qui doit être fait d'enregistrement, de films, de documents et de travail sur cette matière. Et donc ça va être le plus difficile parce que rien ne remplace le témoignage humain. Mais heureusement, il y a quand même celui des images et des paroles qui peuvent être conservées. Et s'il y a des monuments et s'il y a des conservatoires et s'il y a des centres, c'est bien pour que nous puissions continuer à travailler dans cet esprit. Sur l'utilisation de l'histoire, ça a toujours été le cas. Les nationalistes ont toujours eu à cœur d'utiliser des figures, prenons la Jeanne d'Arc par exemple, comme un élément de défense de la patrie, mais de la défense entendu au sens de l'exclusion des autres et de la dénonciation des autres. Donc c'est ça, ce travail-là sur l'appropriation d'une histoire nationale est très importante, comme d'une histoire européenne, car comme je vous l'ai dit, comme il y a eu des pays qui ont été finalement presque interdits d'histoire, ils replongent, c'est le cas de la Pologne et de la Hongrie, dans leur histoire d'avant. Et leur histoire d'avant pour justement reprendre des thèses qui étaient des thèses profondément nationalistes, avec quand même quelquefois des éléments antisémites qui pouvaient de nouveau être réintroduits. Et c'est pour ça que nous devons toujours faire un travail d'histoire par rapport au présent. Parce que c'est ça qui compte. C'est comment faire que notre histoire soit au service de valeurs et de principes qui permettent d'éclairer les générations qui viennent. Robert Ebras, la question de l'après et du moment où vous ne serez plus là, vous l'avez évoqué avec Jean Viacruz, par exemple, vous en parliez avec Jean Viacruz, vous en avez parlé? Non, on ne s'est pas fréquenté beaucoup. Mais vous y avez pensé? Oui. Mais ce qu'il y a, on parle des documents, il faudra se méfier énormément de ces documents. Parce qu'il y en a qui sont des témoignages écrits où c'est une horreur quand je le lis, moi. Et je crois que pour trier ces documents, il va falloir être très prudent. Qu'est-ce que vous voulez dire par c'est une horreur? Parce qu'il y a des gens qui inventent n'importe quoi. Des documents... Parce qu'à Oradour, tout le monde est mort, mais il y a énormément de témoins. Ça me surprend. Ça, c'est un danger auquel il faudra être vigilant pour vous? Faudra, oui. Pour faire le tri de ces documents, il va falloir être très, très prudent. Henri Rousseau, vous confirmez, il y a vraiment un danger à ce niveau-là? C'est le propre de l'histoire. Simplement, il y a une différence de notre époque. C'est que si je prends prenons la Seconde Guerre mondiale, il n'y a aucun événement qui a été autant rapporté, filmé, pour lequel on a des témoignages, non pas quelques témoignages, des séries, des bases de données, des milliers, des dizaines de milliers de témoignages. Ça veut dire que le travail, c'est presque une évidence, mais le travail d'historien de demain se basera de manière
considérable sur ces témoignages recueillis depuis 1945 et surtout depuis les 20 dernières années, dont le vôtre. Donc ce travail de sélection et de tri, qui est la base même du travail de l'historien, il se fera de manière privilégiée parce que ce ne sont pas simplement des témoignages qui sont recueillis un peu au petit bonheur la chance. Ils sont répertoriés, ils sont numérisés, ils sont dans des centres d'archives. Donc c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. On n'a pas pour la Première Guerre mondiale, on n'a pas cet équivalent-là. On a des témoignages qui sont surtout de l'écrit, des écrits qui sont en masse. Là aussi, c'était un saut qualitatif juste après la Première Guerre mondiale. Mais là, et c'est la grande question d'ailleurs, comment les historiens de demain, qu'est-ce qu'ils vont faire avec cette masse de témoignages? Donc votre crainte est justifiée, mais si le travail de l'historien classique, je ne vais pas défendre ma chapelle, est fait correctement, ce risque est quand même minime. Alors on parle d'avenir, on va justement entamer... C'est minime, pardon. Allez-y. Mais pas plus tard que la semaine dernière, on m'a téléphoné à m'annonçant quelque chose de Oradour que personne ne savait, personne ne connaissait. La semaine dernière. C'est le petit-fils qui dit que sa grand-mère a été battue par les nazis et qu'il aurait relâché. Alors là, 75 ans après... Ça vous paraît difficile à croire? Alors si on se sert de documents comme ça... on voit que c'est un défi pour l'avenir. Et c'est un exemple. Les historiens, j'espère, seront un peu plus sérieux. Ouais. Mais je le disais, on va entamer la troisième partie de cette émission pour tenter d'imaginer comment justement perpétuer ce souvenir, comment entretenir la mémoire des lieux. À Oradour, le choix de conserver les ruines a été fait par le général de Gaulle. C'est aujourd'hui l'un des sites touristiques les plus visités du Limousin et même de Nouvelle-Aquitaine. 200 000 personnes en 2017 pour le village martyr. Ce choix déjà de sanctuariser comme ça ces ruines, il est rare, il est unique. En France, il est quasiment unique, oui. Puis il faut préciser, vous le savez, nous le savons pour ceux qui s'intéressent à Oradour, c'est une décision qui est très très précoce, puisque c'est quasiment le préfet de Vichy, un mois après les événements, qui a émis pour la première fois cette hypothèse, et ensuite la décision sera prise avant la libération et ensuite confirmée par toute une série de dispositions. C'est effectivement un dispositif unique qui s'inscrit dans le contexte d'Oradour, dans le contexte de sidération. C'est quand même le plus grand massacre commis par les nazis en France. C'est pas le seul, bien sûr, mais c'est le plus grand et qui a généré une forme de mémorialisation tout à fait particulière. On peut en parler, bien sûr. Qui est, à mon sens, à ma connaissance, elle est unique en France. Elle est quand même très peu fréquente en Europe également. Mais dans d'autres continents, oui. C'est possible. Ça existe. La pétrification des ruines, elle existe en général pour des événements plus lointains. Là, ce qui est tout à fait frappant, c'est qu'on a à la fois la sauvegarde, ce que j'appelle la pétrification, c'est-à-dire ou la vitrification d'une situation à l'instant T, qui était celle du 10 juin, oui. Et en même temps le discours de survivance. C'est une situation, c'est pas Pompéi, pour dire les choses un peu clairement, c'est tout à fait particulière. Sandrine Lefranc, oui, vous partagez cet avis? Il y a d'autres formes de sanctuarisation. Moi, j'ai en tête le Rwanda, c'est pas tout à fait le même rendu, mais on a là effectivement quelque chose qui nous met directement en contact avec l'événement. Ouais. Donc ce sont des choses qui se pratiquent ailleurs, mais c'est assez rare. Robert Hébrasse, Emmanuel Macron vous a promis de conserver ces ruines en l'état. Vous y croyez à cette promesse? Non. Pourquoi? Parce que c'est toujours pareil. On promet et puis ça reste dans l'état. Aujourd'hui, vous dites que vous ne voulez plus retourner dans ces ruines. Non. Vous y avez... Non. Maintenant, je suis écœuré de voir ces ruines s'effondrer, qu'on ne fait rien dessus. Qu'on ne fait rien dessus. Que... Pour moi, c'est un drame. François Hollande? Oui, il y a des projets, puisqu'on parle de l'église d'Oradour, qui devrait être réhabilitée. Mais quelle réhabilitation faire, comment arriver à réparer sans détruire l'acte lui-même de mémoire. Donc c'est très difficile. Donc ce qu'il faut, c'est conforter et éviter que finalement les pierres progressivement disparaissent ou que des maisons s'effondrent. Mais il ne faut pas changer la nature même. C'est ce que sans doute Robert Hébrasse éprouve aujourd'hui. C'est-à-dire il faut que le village dans sa forme, hélas, telle qu'on la constate, la voit, puisse demeurer.
Mais ça suppose quand même des investissements, des dépenses qui doivent être engagées, mais avec le souci de garder intacte la mémoire. Et est-ce qu'il faut aussi moderniser dans l'église, il y a quand même le maître-autel qui se dégrade. Il y a 30 ans qu'on parle de le mettre sous verre. Ça n'a jamais été fait. Pourquoi, à votre avis? Ah ben, je ne sais rien. Moi, je ne suis pas... C'est pas moi. Je ne dirige pas, mais ça change ça change aussi bien à la DRAC que le gouvernement. Une chaîne de décision qui est assez complexe, oui. Est-ce qu'il faut rénover à l'identique? C'est une pièce qui, dans l'église, serait quand même facile à protéger. Oui, je disais, est-ce qu'il faut remettre en l'état pierre par pierre, ou est-ce qu'au contraire, il faut aussi en faire des lieux peut-être plus dans l'air du temps, plus modernes, qui parlent plus peut-être aux jeunes générations? Je ne sais pas ce qu'on cherche quand on veut sanctuariser. Moi, est-ce qu'on veut provoquer un sentiment religieux, une reconnaissance? Au fond, effectivement, ce sont des lieux de vie, et peut-être que aussi admettre que cela provoque, alors d'abord que cela s'effondre, qu'on continue à y vivre, ou que cela provoque des gestes indécents, c'est aussi que cela suscite des réactions. Donc oui. Alors, vous parlez de... Oui, Henri Rousseau. Non, juste, c'est pas pour contredire ma petite camarade, mais au Oradour, le choix a été fait il y a 70 ans, c'est fini. Oui. On ne peut pas revenir dessus pour vous. Non, on ne reviendra, à mon avis, on ne reviendra pas dessus, ça va de soi. La question qui se pose, bon, elle est politique, bien sûr, la question des investissements, on aura l'argent, est-ce qu'on fera comme Notre-Dame? Je ne sais pas, bon, je ne vais pas m'engager sur ce terrain-là, mais il y a aussi des questions techniques. Ça pose quand même, c'est vertigineux quand même l'idée d'entretenir une ruine en l'état, parce que ça n'existe pas, c'est pas possible. Mais le village tel qu'il est aujourd'hui, bien sûr, il est à, on va dire, enfin je dis ça un peu au jugé, à 80% comme il était le 10 juin, mais il y a 20% qui ont changé, il y a 20% qui ont été aménagés. Une ruine, pour donner l'apparence de la ruine qu'elle était au soir du 10 juin, ben, il faut mettre du nouveau, il faut mettre du béton ici, il faut mettre des armatures là. Donc c'est un débat qui existe, en tout cas c'est un débat qui existe depuis 45, puisque c'est pas un débat qui a touché uniquement Oradour, c'est un débat qui a touché la France entière, non pas sur les villages martyrs, mais sur les villes détruites. Il y a les bombardements, Caen, toute la côte, une partie de la côte nord ou au sud de la Bretagne. Bref, cette question de reconstruire l'identique, honnêtement, je pense qu'elle est un peu illusoire. En revanche, de conserver quelque chose qui rappelle le souvenir et qui empêche... Ce n'est pas un lieu de vie. Voilà, c'est ça que je veux dire. Oradour ne sera jamais... Oradour, l'ancien village... Puisqu'on a fait le choix d'en reconstruire un nouveau, qui lui-même, d'ailleurs, a des caractéristiques architecturales et autres propres, qui est tout à fait particulières. Et puis un centre de la mémoire, qui a la fonction, justement, de créer de la vie, de la connaissance, de l'intelligence inscrite dans son époque, qui est distincte du village. C'est ça qui est très particulier à Oradour, je crois. Alors, on va voir aussi que les responsables du centre de la mémoire... Oui. En ce qui concerne les ruines, moi, je crois qu'il faut attendre qu'elles disparaissent d'elles-mêmes. Voilà. Elles disparaîtront, quoi qu'on fasse, elles disparaîtront. Qu'on fasse des travaux dans l'église, quelques travaux dans les ruines, surtout pour la sécurité. Voilà. Je crois que les ruines n'existeront, quoi qu'on fasse. Les ruines ne resteront jamais comme elles sont aujourd'hui et comme elles étaient il y a 70 ans. Et peut-être qu'il y aura une autre façon de faire passer la mémoire de cet événement, avec le Centre de la mémoire, par exemple, qui réfléchit aujourd'hui et qui travaille à de nouvelles façons de proposer l'histoire d'Oradour aux visiteurs. On va écouter Richard Jezierski et Fabrice Escure. On ne veut plus de ce système de circulation qui crée des étranglements et qui fait qu'il y a beaucoup trop de textes dans cette exposition. Donc il faut le travailler d'une autre manière, avec d'autres outils. Il faut penser aux 20 ans qui viennent. Le comité scientifique va devoir nous apporter ce dont nous avons besoin, nous, de rigueur, d'excellence en termes de recherche scientifique, afin de valider une nouvelle exposition qui soit présentable à l'ensemble des publics. Pas simplement, je veux dire entre guillemets, le visiteur un peu aguerri, mais à tout public, et on pense des petits aux plus grands, de façon à ce que le centre soit un centre de nouveau ouvert, tel qu'il est aujourd'hui, mais dans une forme qui sera complètement différente. Henri Rousseau, il y a besoin que ça soit plus ouvert, plus grand public, avec plus d'explications?
Oui, puisque j'ai été chargé de superviser cette opération, bien sûr. Je crois que ça répond... C'est moins la question d'Oradour à proprement parler que la question de la muséographie aujourd'hui. Oui. C'est général comme réflexion. C'est général. Bon, le musée, ce centre de la mémoire a ouvert en 1999. C'est l'époque où on voit éclore en France toute une série de musées d'histoire. L'un des premiers d'importance, c'était le mémorial de Caen. Il y a 12 millions de visiteurs par an sur les lieux de tourisme mémoriel en France. Bien sûr, c'est une économie, on le sait, il faut le prendre comme tel, c'est ni bien ni mal. Les raisons pour lesquelles les visiteurs viennent sont multiples, elles sont estimables, elles le sont moins, enfin peu importe, mais il y a une vraie... Ça répond quand même aussi à une partie des questions que nous nous posons. Ça intéresse les gens. Alors, est-ce qu'ils vont se souvenir de l'histoire après et en tirer des leçons civiques? On n'en sait rien, c'est très compliqué, mais au moins, il y a une offre. Au moins, il y a une offre qui est en général de très grande qualité. Les musées historiques en France sont de très grande qualité par rapport à d'autres musées que je peux connaître à l'étranger. Et celui-là, il est, disons, daté, mais sur la muséographie. Il ne s'agit pas de refaire l'histoire d'Oradour. Pour prendre juste un élément de réflexion, c'est une scénographie qui parle de l'histoire générale. On commence avec l'histoire du nazisme, en gros, pour arriver au massacre d'Oradour et des massacres de la région. On voudrait faire l'inverse, c'est-à-dire d'insister sur le fait qu'il y a une singularité à Oradour, et puis Oradour, c'est un village, et à partir d'Oradour, de montrer que ce village ne se résume pas au massacre du 10 juin, ce qui est toujours le problème avec ce type d'histoire. On résume une histoire, un récit de vie, le récit d'une ville, d'une cité, d'un pays, à un moment catastrophique en oubliant. Oradour est un village original, qui ressemble à beaucoup de villages de la France non occupée et ensuite occupée, parce qu'il reçoit par exemple beaucoup de réfugiés qui viennent au moment de l'Exode. Voilà, toute cette histoire qui figure à l'heure actuelle dans le parcours, on veut la mettre en évidence. On veut inverser un petit peu la hiérarchie. François Hollande, à Tulle, il n'y a pas de ruines à visiter. Le massacre des pendus de Tulle, quelque part, c'est un petit peu moins, ça se matérialise moins. Il n'y a pas de musée non plus. Est-ce qu'il en faudrait un? Est-ce que dans ce futur musée qui va être dans le bâtiment de l'ancienne Banque de France, est-ce qu'il faut une part réservée à l'histoire des pendus de Tulle? On ne pouvait pas faire un musée sur une tragédie comme celle-là. Je n'ai pas voulu non plus, quand j'étais maire, qu'on puisse classer, par exemple, les balcons qui, hélas, ont été des gibets. Et quand il y a une maison qui demande à être démolie, on la démolit. Et ce n'est pas atteindre la mémoire des martyrs, parce qu'il faut qu'une ville vive. Et si les martyrs ne sont plus là, il faut que la population qui est encore présente, et elle est nombreuse, puisse avoir le cadre de vie le meilleur. Donc, dans ce futur musée, le maire Bernard Combe y travaille, mettre tout ce qui est attrait à la résistance, parce qu'il y avait un musée de la résistance, et puis l'histoire de la ville, et bien sûr les martyrs. Mais c'est pour ça que nous avons beaucoup insisté sur le rituel de la marche, pour que les jeunes générations puissent aller au lieu de cueil, là où reposent les martyrs, et pour qu'on puisse en faire une histoire vivante. Le problème d'une ville qui a vécu un martyr, c'est de savoir comment elle arrive à se projeter. Et Tulle a été longtemps une ville en deuil, compte tenu de ce qui s'était produit. Les pendus et les déportés et les familles meurtries. Et cette ville a donné, je crois, c'est pour ça que j'ai été fier d'en être le maire, a donné une conception très, très ouverte. C'est une des premières villes où il y a des jumelages avec une ville allemande. C'est une ville qui a défendu à chaque fois la liberté. Et c'est aussi une ville qui a une joie de vivre. Et c'était très important qu'il y ait cette réponse aussi en termes d'exaltation de ce qui fait le bonheur, alors qu'on a connu le malheur. Donc voilà, je pense que tout ne se réduit pas à un musée, parce que ça pourrait donner l'impression que c'est derrière nous. Non, c'est devant nous, d'une certaine façon, pour que ce soit la vie qui soit célébrée. Alors, on approche de la fin de cette émission. Vous parliez vous-même de l'avenir et de la jeunesse. Ces lieux de mémoire qui deviennent donc des lieux touristiques, ça peut poser de nombreuses questions. Le 20 mars dernier, le mémorial d'Auschwitz a lancé un appel pour dénoncer des photos de visiteurs dans des postures qui ont été jugées inappropriées, diffusées sur les réseaux sociaux. Oradour-sur-Glane n'échappe pas à ce phénomène. On va le voir avec quelques photos. Sandrine Lefranc,
On peut parler de quoi? D'inconscience, d'inconséquence? Est-ce que c'est choquant ou pas? J'ai du mal à être choquée. C'est-à-dire que je pense qu'on regarde ces scènes comme on les regarde nous, avec notre amour de cette histoire, notre volonté de respecter, et qu'il faut juste admettre que les gens vivent. Ensuite, j'irai cracher sur vos tombes. Au fond, ils investissent ce lieu. Et au fond, le choc qui est suscité par ces photos de cul nu devant la voiture rouillée vont sans doute éveiller quelque chose. Et ce qui nous impressionne, ça n'est pas simplement du respect et de la sanctuarisation, c'est aussi un conflit, c'est aussi le rappel que cela compte pour certaines personnes. Donc au fond, non, je ne suis pas choquée, j'attends le moment d'après, l'apprentissage réel. Vous, Robert Ebras, ça vous choque de voir ces photos, ces comportements de certains jeunes? Est-ce que ça vous choque, ces jeunes qui se prennent en photo dans des positions incongrues devant la voiture, c'est sans cesse. La voiture, il y a... on a toujours dit c'est la voiture du médecin. Ce n'est pas la voiture du médecin, c'est la voiture de M. Texoro. Moi, quand j'étais apprenti mécanicien, je l'ai lavée, la voiture. Elle était grise avec un intérieur rouge. Ça n'a rien à voir. Et puis, les jeunes passent les scolaires passent leur temps avec leur téléphone à prendre des photos. Et je pense que ce qui manque dans les ruines, c'est quelque chose pour expliquer, c'est tout. Sans aller dans le... Mais simplement expliquer ce qui s'est passé. Ça, le monument, oui, c'est ce qui se passe autour. Voilà. Et ce qui se passe après, vous disiez. Qu'est-ce qui se passe après? Qu'est-ce qu'il faut? Peut-être juste admettre qu'il y ait du conflit. Je ne sais pas, ce lien, par exemple, qu'on fait tout le temps entre l'intolérance, le populisme. Peut-être juste rappeler aussi qu'il y a des enjeux directs, qu'on ne vote pas Front National simplement pour une question de rapport au passé. Remettre le conflit en scène, remettre aussi nos affrontements, rappeler ce qui a été vécu et puis en faire quelque chose de significatif pour les personnes qui sont devant le monument. Parce que quand même, au Oradour, c'est important. Il y a beaucoup de scolaires qui passent et ce n'est que les profs, pardon de dire ce n'est que, mais c'est les profs qui sont obligés de leur expliquer ce qui s'est passé. Et souvent, le prof ne connaît pas le sujet. On a connu le même phénomène, et tant mieux qu'il y ait ces voyages, parce que l'important, c'est que les jeunes ils viennent. On a connu ça pour les camps de concentration, puisqu'il y a heureusement beaucoup d'établissements qui permettent que des élèves qui, sur la Shoah, n'ont pas forcément d'idées précises, puissent découvrir. Parce qu'on a aussi fait qu'on ait pu maintenir des lieux. Après, il y a un travail qui doit être mené. Bon, c'est vrai que ce sont les enseignants. Mais peut-être aussi, il faudrait que, tout à l'heure on le disait, qu'on emmène les familles entières. Ce serait ça qui serait peut-être plus utile. On dit, les jeunes... Ça peut être comme une contrainte scolaire. Il faut que ce soit finalement un voyage, une visite qui permette à ce moment-là, comme vous le disiez très bien, que les discussions ensuite dans la famille, dans le voisinage, soient un peu différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Henri Rousseau, cette émission touche bientôt à sa fin. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui aussi s'emparer, vous le disiez à un moment donné, de l'histoire récente, affronter les conflits du moment au lieu de toujours commémorer, ou pas que, en tout cas commémorer les guerres du passé. Je sais que vous nous l'avez dit, vous travaillez notamment sur une mission de préfiguration d'un musée mémoriel à propos des victimes du terrorisme. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui ? Alors, c'est un exemple d'activisme mémoriel. Donc, oui, c'est ça. Laissons le passé au passé. C'est ça qui est demandé. C'est-à-dire, alors, pour être précis, en l'occurrence, ça ne vient pas, encore une fois, au départ, des plus hautes autorités de l'État, même si c'est le président de la République qui l'a annoncé il y a quelques mois. Ça vient des associations de victimes, avec cette différence qu'il s'agit d'événements, parce que ça porte sur, en gros, l'ensemble des attentats terroristes sur une période de 50 ans, en remontant dans le temps. Bon, il y a une demande. C'est-à-dire, ce qu'on expliquait tout à l'heure a des conséquences. Cette façon, ce rapport que nous avons au passé, sur lequel nous discutons pour des événements qui sont quand même globalement derrière nous, même s'il y a encore des survivants, fonctionne pour des événements beaucoup plus récents. Et non seulement il fonctionne pour des événements beaucoup plus récents, mais il fonctionne de manière infiniment plus précoce. Le lendemain des attentats
du 15 novembre, du 13 novembre pardon, à Paris, c'est le quartier où je réside, vous aviez des manifestations mémorielles, non pas la manifestation qui a eu lieu après l'attentat de Charlie, mais des manifestations de souvenirs, etc. Ça, c'est quelque chose qui est ancré dans notre culture contemporaine. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Henri Rousseau. Merci à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci Mathilde de m'avoir accompagnée aujourd'hui. Merci à Bernard Goulet, Nadia Adel, Philippe Papietto et toutes les équipes techniques. Une discussion passionnante sur un thème qui est toujours d'actualité, on le voit, et que vous pouvez revoir sur notre site internet. Tout de suite, ce sera le Flash Info. Puis Dimanche en politique continue à Paris avec Francis Letellier. On se retrouve dans 2 semaines pour la dernière émission de la saison qui sera cette fois consacrée au festival de l'été. Très bon dimanche à tous sur France 3.